Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur le plateau de BFM Business pour l'émission Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les coulisses des géants, ces grands groupes que nous connaissons et dont nous allons essayer de comprendre comment la blockchain et les crypto-monnaies vont-elles bouleverser les codes de la presse traditionnelle. Comment vas-tu Thibaut? Écoute, ça va très bien. Bonjour à tous. Parlons Crypto, c'est notre rendez-vous hebdomadaire dans lequel, à travers des témoignages, des applications, des entrepreneurs, on va vous présenter comment les technologies de la blockchain et des crypto-monnaies vont progressivement s'imposer à notre quotidien. D'ailleurs, si vous avez des sujets intéressants que vous souhaitez nous voir aborder ou des personnalités de l'écosystème que vous souhaitez nous voir recevoir, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Et on commence tout de suite avec notre invité du jour, du coup, Laurent Beignet, rédacteur en chef chez 20 minutes et fondateur du premier média décentralisé 20 minutes. Donc, on va parler avec Laurent pendant une demi-heure de comment finalement la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies peuvent, grâce à leurs propriétés, s'imbriquer dans l'industrie du média et bouleverser un petit peu ses codes. Ouais, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Bonjour Laurent. Bonjour à vous 2. Alors, question d'usage chez nous, Laurent, quel est ton parcours? Et au-delà de ce parcours, comment est-ce que tu es tombé dans l'écosystème crypto? Ah, journaliste très classique, hein, 42 ans, on va dire que j'ai commencé à faire du journalisme à 18 ans parallèlement à mes études et puis je suis arrivé surtout il y a 18 ans à 20 minutes. Donc il y Ça a de commence ça à pas faire. mal de temps. J'ai monté différents projets pour 20 minutes, notamment un cahier consacré au 2.0. Et puis voilà, c'est naturellement quand le Web 3 a émergé, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée journalistiquement de m'intéresser à tout ça. Et puis pour l'épiphanie réelle, elle est intervenue pendant une conférence autour de la décentralisation que j'avais la chance de co-organiser. Et on était en 2017 et parler de décentralisation à l'époque, c'était déjà parler de blockchain. Et voilà, je me suis dit, cette techno, elle est géniale parce que c'est un trait d'union entre les hommes, quoi. Et c'est plus qu'une techno, c'est une nouvelle manière de nous organiser. Donc voilà, ça m'a pas quitté depuis. Ouais, vous allez voir, l'émission d'aujourd'hui va être absolument passionnante. Alors, dans cette émission, on va surtout s'intéresser à 20 Mint, qui est un extraordinaire cas d'usage de la décentralisation et de la blockchain. Est-ce que tu peux nous redéfinir, revenir sur ce qu'est 20 Mint? À la base, 20 minutes, c'est un magazine gratuit puisqu'on est 20 minutes, donc on diffuse dans les grandes villes françaises des journaux gratuits. Et là, on a décidé de diffuser un magazine gratuit à périodicité assez souple. On en a déjà édité un, on en aura un prochain en novembre, le premier était en juin. Et c'est un magazine de 24 pages entièrement consacré au Web 3. Jusque-là, rien de bien nouveau. Ce qui est un peu différent, c'est la manière de le faire et de le financer, les deux se recoupant, puisqu'on a décidé de vendre 1000 NFT, 999 NFT, pour à la fois financer ce magazine et également recruter des gens qui vont nous aider à le concevoir, nous aider à réfléchir et à faire de ce magazine un outil d'aide au débat public autour du Web 3. Donc, Ouais. un outil collaboratif. Oui, le plus possible. Bon, on va revenir là-dessus, Ouais, passionnant. on va revenir de toute façon étape par étape sur comment on part de cette idée finalement un peu farfelue, surtout venant d'un média, à la réalité et vraiment l'accomplissement de ce projet-là. Moi, la première question qui me vient, c'est comment, quand on veut lancer un projet comme ça, finalement, ça paraît assez surprenant que ça sorte d'un média traditionnel parce que finalement, la finalité est assez en contradiction avec la centralisation qu'on peut avoir sur un média aujourd'hui. Comment on arrive à faire ça finalement? Alors, on n'est peut-être pas pour le coup un média complètement traditionnel. On a 20 ans. Moi, je vous disais que ça fait 18 ans que je bosse là, mais ça fait 20 ans que 20 minutes existe. Et dès le début, on a eu dans notre ADN cette idée de faire collaborer le plus possible notre communauté à ce qu'on produit. Par exemple, la maquette de 20 minutes, elle a été co-créée avec une partie de nos lecteurs, regroupés sur une plateforme très Web 2 qui était Facebook et qui nous a aidé à concevoir une maquette qui parlait à nos lecteurs. Donc, finalement, on a tiré le trait. Et on s'est dit, il y a des nouveaux outils, aussi bien pour le financement participatif que pour la Mmh. coordination. Tentons-les, testons-les. Et puis, comme le sujet, justement, c'était de parler de Web3, pourquoi ne pas allier le fond et la forme et expérimenter ce dont on allait parler. Ça nous rend toujours un petit peu plus crédible quand on prend la parole sur ces sujets-là. C'est Et clair. donc, petit à petit, 20 Mint va se détacher de 20 minutes et trouver une totale autonomie, c'est ça l'idée? Je ne sais pas exactement ce qui va advenir de 20 Mint et c'est ce qui est merveilleux avec cette aventure-là, c'est que c'est les différentes parties prenantes qui vont décider de son avenir. Donc on a 999 NFT vendus, ça représente à peu près 760 personnes qui les détiennent, d'aucuns en ont plusieurs. Et à l'intérieur de tout ça, il y a des gens qui sont diversement impliqués et on va dire qu'il y a une centaine de personnes qui est très impliquée pour réaliser le prochain numéro, qui s'est déjà très impliqué dans la réalisation du premier. C'est ces personnes-là finalement qui, avec nous, vont décider un petit peu de la suite de l'aventure. Ce qui est certain aussi, c'est que 20 minutes est partie prenante de ce projet-là, détient le magazine, le commercialise, puisque
Les NFT nous ont permis de financer le numéro un, mais aujourd'hui, le modèle économique, il est assez classique. C'est de la publicité dans un magazine à très fort tirage. On tire à 800 000 exemplaires. Un magazine qui s'adresse au très grand public, mais qui parle de Web3, parce qu'on pense que c'est là où l'information a le plus d'impact. C'est quand on parle de Web3 aux non-initiés. Voilà. Ouais, tout ça est très, très clair. Ça doit être un vrai process en matière de mise en place. C'est quoi les différentes étapes qui vous ont conduit à créer 20 Mint et quelle a été la longueur de ce process? Comment est-ce que ça a été organisé en interne chez 20 minutes? L'étape la plus importante, c'est de trouver un partenaire qui nous fait sortir de notre univers, nous, de médias classiques, et qui nous emmène vers le Web3. Parce que même si on avait un appétit, moi j'avais un gros appétit pour le sujet, je vous l'ai dit, mais on n'avait pas nécessairement les moyens techniques et la réflexion assez poussée pour mener à bien ce projet. Et on est tombé sur le chemin de Ternoa et de Capsule Corp Labs, qui est donc une de ces émanations. Et on a rencontré des gens formidables, notamment Fabien Cano, qui nous a aiguillés au jour le jour pour trouver une réalisation à ce projet et pour lancer un projet de drop qui corresponde aussi aux attentes du marché. Donc, entre cette rencontre qui est intervenue à la toute fin décembre, la veille de Noël, je crois, c'est un joli compte, et puis le drop en lui-même qui est intervenu fin avril, ça allait très vite ensuite, puisque c'est des technos qui sont simples à manier. C'est une logique, celle du participatif, qui nous est assez familière. Et puis, c'était une opération d'une ampleur finalement assez limitée. On parle de 999 NFT, vendus à l'époque, je crois, 0, j'ai déjà oublié, mais 0,1 Ether, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai plus L'Ether le étant prix. pas à la Bien. même valeur, ça représentait 280 euros à l'époque d'acheter un NFT. Donc, oui, ça doit être à peu près ça en avril. Et puis, dès le lendemain, deuxième étape importante pour nous, réunir les gens qui ont acheté ces NFT. Tous les NFT sont partis en 15 heures. À partir de là, il fallait pouvoir organiser une première conférence de rédac avec les gens qui avaient acheté ce NFT. Et il fallait trouver l'endroit pour les réunir. Alors, on y avait quand même réfléchi un peu en amont. Cet endroit, c'est Discord. Pour moi, c'était une grosse Mhm. découverte. C'était pas mon milieu naturel. Et donc, voilà, il a fallu organiser cette première réunion, se familiariser avec l'outil et commencer à discuter du fond. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, tu as parlé que voilà, il y a un peu plus de 700 personnes aujourd'hui qui détiennent les NFT. Finalement, aujourd'hui, les détenteurs des NFT 20 Mint, qui sont-ils? C'est quoi la typologie? Est-ce que c'est donc je sais qu'il y a des entreprises, je sais qu'il y a aussi des particuliers, il y a des acteurs du Web3, mais il y a aussi des acteurs qui sont plus des curieux. C'est quoi un petit peu la décomposition? Alors, on le découvre a posteriori, et ça, c'était un des gros enjeux aussi du projet, c'est que l'achat est libre, enfin, ou la vente était libre, je ne sais pas comment le dire, mais du coup, on ne pouvait pas décider de qui allait acheter ces NFT. Mmh. Et comme ce n'était pas qu'un investissement, mais c'était aussi constituer une équipe pour créer un canard ensemble, la question de qui allait les acheter, elle était primordiale. Donc, il fallait en gros mettre l'idée dans les bonnes oreilles au début. Et il y a eu une grosse partie de ce travail entre décembre et avril qui a consisté à trouver des partenaires. Comme toi, Thibaut, on s'est rencontrés à ce moment-là et tu nous as aidé à aller trouver les bonnes personnes, des personnes qui sont intéressées non pas uniquement par une spéculation autour des NFT, mais par un enjeu éditorial et nous aider à créer ce magazine-là. Et une fois qu'on a eu ça, ensuite, on a pu lancer la vente. Et après, seulement, on a découvert qui avait réellement acheté. On les découvre encore aujourd'hui, puisque c'est du Web3, donc je n'ai pas l'identité des gens qui sont derrière les portefeuilles, mais on se rencontre au cours d'événements, sur les forums, on commence à se connaître, et globalement, ce sont des jeunes, plus jeunes que moi, beaucoup d'hommes, un peu plus d'hommes par rapport à la proportion homme-femme dans la société. Beaucoup de personnes qui habitent dans des grandes villes, parce que je pense que c'est là où la marque 20 minutes est connue, et donc c'est Mmh. aussi à eux qu'on a su parler. Et puis surtout, ça c'était le prérequis, c'est des gens qui aiment le Web3. Je dis que c'est le prérequis parce que nous, on voulait s'adresser à des gens qui ne connaissaient pas nécessairement le Web3, mais donner la parole à des gens qui, eux, le connaissaient. Parce qu'on postulait qu'ils étaient déjà à l'aise avec ce process d'onboarding, quoi, qu'ils avaient déjà l'habitude de dire à leurs proches, ah ben oui, moi j'achète des NFT et c'est pas exactement ce que tu penses. Et c'était à ces personnes-là qu'on voulait donner la parole. C'est absolument passionnant et la collaboration fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, cette communauté est en train de se mettre en place, ça rédige du contenu, et il y a une vraie interaction? Alors sur le premier numéro, ça a très bien fonctionné. Là, on est dans une phase où on réanime la communauté, hein. Il y a eu l'été. Un Discord, ça doit vivre au quotidien et c'est très, très chronophage. C'est un des enseignements qu'on a tiré de l'expérience, c'est que pour faire vivre un Discord, il vaut mieux avoir des choses à proposer à la communauté parce que En plus, dans un contexte marché qui est aussi plus compliqué avec, naturellement, avec la baisse des marchés, une baisse aussi d'intérêt. complètement.
complètement. On a vu aussi les impacts de cette baisse du marché. Mais en tout cas, sur le premier numéro, ce qui a très bien fonctionné, c'est la partie choix des articles, choix des intervenants. Ou après des tâtonnements, on a commencé par faire des votes. C'était pas nécessairement un vote brut, comme ça donne pas forcément des super résultats. C'est un peu l'élection du délégué de classe. Voilà, on avait un nom, je crois que c'était d'ailleurs Owen qui était numéro un de ce vote, ou quelque chose comme ça, ou en tout cas dans le top 3 ou 4, mais ça ne nous donnait pas nécessairement de pistes sur comment on allait aborder ces thématiques très complexes vis-à-vis du grand public. Mais ça, c'est intéressant parce que ce qui change aussi dans 20 Mint, c'est le système de gouvernance finalement, donc qui fonctionne avec ce qu'on appelle une DAO, si je dis pas de, si je dis pas de Qui bêtises. va fonctionner avec une Qui DAO, va- on est en train d'implémenter Snapshot, ouais. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est qu'une DAO? Ah, ça, c'est pour toi, Thibaut. Bah, une DAO, alors c'est assez compliqué finalement à définir. Donc c'est une organisation autonome décentralisée, mais la définition juridique qu'il y a derrière, bah, aujourd'hui c'est encore un petit peu flou. On peut faire de DAO de plein de manières, mais l'idée finalement c'est d'avoir une organisation qui n'est pas contrôlée par un organe central, contrairement à une entreprise ou quoi, et qui fonctionne de manière autonome avec une communauté finalement qui s'organise selon des règles communes, on va dire. C'est une démocratie. C'est une démocratie. C'est une démocratie. Donc aujourd'hui, 20 Mint, ça fonctionne sous la forme d'une DAO. Ça fonctionne pas encore sous la forme d'une DAO. On essaie de le faire fonctionner sous la forme d'une démocratie. Malheureusement, encore une démocratie censitaire. Ce que je veux dire par là, qu'il faut pouvoir payer le sens, c'est-à-dire acheter le NFT à 280 € pour participer au vote. Alors, le floor a baissé. On peut l'acheter pour moins cher sur le marché secondaire. Mais en tout cas, nous, ça nous pose des questions. Nous, journal ultra populaire par définition, hyper inclusif. On veut que tout le monde ait voix au chapitre. Donc déjà, ce fonctionnement de démocratie qui repose sur la possession d'un token ou d'un NFT, c'est quelque chose qu'on doit mettre à plat et on doit réfléchir les uns et les autres à comment rendre ce process un petit peu plus efficace. Ça, c'est un premier point. Puis la démocratie, on a tendance à l'incarner dans le vote ou à la résumer parfois au vote. Elle est plus intéressante à mon sens, en tout cas journalistiquement, dans le débat en amont. Donc le vote en lui-même, c'est un outil qu'on utilise avant même d'avoir implémenté la DAO. On fait des votes et on essaye de les faire les plus quali possibles sur Discord avec des bots qui vérifient que la personne qui vote est bien détentrice du NFT, de manière à ce que ce soit quand même à peu près réglo. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le débat. Et on est plus permissif sur ce débat. On permet à des gens qui n'ont pas nécessairement le NFT de s'exprimer, puisque c'est quand même, on est le journal du vivre ensemble. On n'est pas un journal uniquement pour des personnes qui ont les moyens d'avoir ce NFT, quoi. Et on touche du doigt là quelque chose qui, à titre personnel, moi, me passionne absolument. Ça veut dire que demain, le contenu est rédigé par finalement les lecteurs ou les gens qui détiennent les NFT. Et donc, moi, je peux proposer, ou n'importe qui peut proposer une information. Qui va juger de sa véracité? Qui va décider s'il faut la mettre en ligne ou pas? Comment est-ce que s'organise le comité de rédaction finalement? On tient la plume, et ça, c'est assez important, et c'était aussi rassurant pour nos actionnaires qui sont des actionnaires Ouest France et Russell qui sont parmi les titres les plus quali et les plus prestigieux de la presse. Donc ils étaient aussi soucieux qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans cette délégation. C'est très bien d'associer un certain nombre de gens à la production de l'information, mais il faut aussi garder la main sur ce qui va être produit, et ma direction était très ferme aussi là-dessus. Donc on tient la plume. On a tendance les uns les autres à un peu mythifier la signature, à se dire que celui qui rédige, c'est le journalisme. Mais vous connaissez ça aussi bien que moi, le travail de journalisme, c'est un boulot d'équipe. Et donc, c'est pas parce que, effectivement, in fine, c'est un journaliste de 20 minutes ou un pigiste spécialisé qui travaille pour nous sur cette partie-là qui rédige que le travail n'est pas collaboratif. Puisqu'en amont, on a animé le débat dans des chans dédiés sur Discord. On a choisi avec la communauté les intervenants. Et d'ailleurs, les intervenants sont souvent des membres de la communauté, ce qui nous permet aussi de faire vivre et de donner voix à des gens qui sont vraiment partie prenante du projet. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on pouvait donner un peu la plume, mais qu'on pouvait donner la plume sur des sujets qui s'y prêtent. Par exemple, on a un glossaire, on a une sorte de lexique dans tout le journal, dans les 24 pages, une page, un mot expliqué du Web3, qui est jargonnant, on le sait. Et ce mot, il est expliqué par la communauté qui a rédigé et voté à l'intérieur des différentes propositions pour à chaque fois la définition qui leur semblait la plus pertinente. Et j'ai pas fait l'exercice, mais de ce que je vois et de ce que je lis, leurs articles sont meilleurs que ce que j'aurais fait moi si j'avais été en charge de vulgariser et de faire ce glossaire-là. C'est un très bon message plutôt encourageant, et donc on a l'intention dans le numéro 2 de donner un peu plus de latitude à la communauté, de leur permettre d'écrire davantage de choses, mais toujours d'avoir ce cut et d'être vigilant. C'est ça la confiance. C'est un Wikipédia de l'information plutôt qu'un Twitter de l'information, alors.
Sur ces questions-là, ouais, complètement. Ouais, C'est ouais. bien Et, résumé. Ouais. pour revenir du coup sur le NFT en lui-même, du coup, si tu devais résumer un petit peu les propriétés et les droits que donne ce NFT, ça va jusqu'où? Ça se limite à quoi? Ça va jusqu'où, j'en sais rien. Je peux te dire aujourd'hui à quoi ça se limite. J'espère que ça va aller assez loin. J'espère que ce NFT, il va même nous échapper, parce que c'est une communauté. Nous, on en est les invités. Moi, je suis détenteur d'une machine. Je suis même détenteur de beaucoup de machines. J'en ai acheté quelques-unes pour les offrir à mes proches. Et puis aussi parce que j'avais peur que le projet fasse un flop. Donc, à un moment, j'en ai acheté quelques-unes. J'en ai 16, voilà, pour vous donner exactement. Donc, j'ai autant de droits de vote que j'ai de machines. En tout cas, j'aurai autant de droits de vote que j'aurai de Mhm. machines quand la DAO sera complètement finalisé. Et ça, c'est un des droits qu'on donne à chaque personne qui est détentrice du NFT. Ensuite, on a un Discord à l'intérieur duquel on va présenter beaucoup de projets. Ces projets-là, parfois, offrent des whitelists, offrent des NFT aux membres de la communauté. Donc, c'est aussi ça qu'on vient chercher quand on est membre de la communauté 20 Mint. C'est cette capacité à être au début des autres projets et d'être consulté, parce que c'est une communauté qui est une des nombreuses communautés qui y fait référence, hein, mais c'est une communauté qui commence à compter dans cet univers-là, ouais, je pense, j'espère. Et du coup, c'est quoi le statut finalement des contributeurs du média? Parce que ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des pigistes, c'est des gens qui prennent parti simplement pour, entre guillemets, pour la science et pour essayer de porter ce projet, ou il y a quelque chose d'autre qui est promis derrière? Est-ce que peut-être que quelque chose d'autre pourrait être amené derrière en fonction de l'évolution du projet? Comment tu vois un petit peu ça? Je sais pas exactement quel est le statut, et c'est des bonnes questions, ça. Moi, je les appelle mes amis parce que j'ai pas d'autres mots pour dire ça. Non, mais ça semble vraiment bisounours, mais finalement, on passe beaucoup de temps ensemble, donc on finit par nouer ces liens-là. Le projet, il est au moins autant de leur que le mien. Il n'y a pas de statut juridique qui leur est attaché. Si jamais demain, ils rédigent un contenu complet, ils sont payés pour ça. On a eu le cas de figure. On a un membre de la communauté qui nous a fait une page en dessin pour expliquer les différentes utilités des NFT. Super page, un sketch note vraiment chouette. Évidemment, il était payé pour ça. Il nous a présenté une facture et on lui a payé. C'est ce qui est tout à fait normal, enfin, ce qui était le deal. Mais après, pour le neurone ou les neurones mis à disposition, il n'y a pas de statut et c'est finalement pas plus mal. Il n'y a pas de tokenomique en fait. Il y a pas de rémunération par les lecteurs qui remonterait au rédacteur au prorata du nombre de pages écrites ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire Je que vois que vous êtes ouais, bien inventif et imaginatif. On a modestement suivi aussi les mêmes réflexions, mais en fait, on s'est heurté à un truc qui est tout bête et qui s'appelle le temps. Et c'est vrai que moi, j'ai des objectifs qui sont ceux que me fixe ma direction, c'est de faire vivre 20 minutes dans ce nouvel univers qui s'offre à nous, qu'est le Web3. Et il faut aller vite. On est une petite entreprise, une petite rédaction qui est hyper sollicitée, qui travaille énormément. Et monter une DAO avec les tokenomics associés, avec toute cette chaîne de valeur qui pourrait être rétribuée via des tokens, toutes ces fonctions qui pourraient être un peu automatisées, externalisées, plateformisées, j'en sais rien. Tout ça, c'est passionnant intellectuellement. J'adorerais avoir le temps de les mener, mais c'est pas nous qui allons le faire. ouais, ça fait étape par étape. Mais ça rentre aussi dans l'essence du projet finalement, parce que si l'idée c'est d'embarquer un petit peu tout le monde, plus tu vas complexifier avec des tokenomics et différents mécanismes, plus tu vas t'éloigner un petit peu de monsieur tout le monde et tu vas te rapprocher de l'écosystème, mais c'est pas forcément le but initial. Donc peut-être que finalement une forme assez simplifiée pour commencer et de le faire évoluer progressivement, parce que finalement cette simplification permet aussi la flexibilité de le faire évoluer. C'est peut-être le bon format aussi. Ça peut être, ouais, ça peut être top, et je pense que la communauté va nous pousser vers davantage de décentralisation, donc on sera peut-être obligé un jour de mettre des jetons. Moi, j'aime bien l'idée aussi qui est la philosophie du Web3 en application et pas nécessairement toutes ces mécaniques les plus techniques. Parce que je pense que le Web3 dépasse même la technologie. C'est une philosophie pour moi davantage encore qu'une techno. Et donc, ce qu'on fait, on est plus proche de l'esprit finalement que du code. Et ça me plaît bien. Sans doute parce que je suis incapable de coder. Voilà. Oui, mais c'est un vrai usage. C'est-à-dire que c'est passionnant de voir qu'ils commencent à avoir des projets qui, justement, s'éloignent de la techno pour revenir à l'usage et donc qui vont finir par rentrer dans les mœurs. Alors, moi, ça me pose des problèmes de philosophie à titre personnel, je trouve absolument passionnant. Quand on va décentraliser l'information ou la rédaction, à quel moment et comment et sur quels critères est-ce
est-ce qu'on fait le tri de la fake news, le tri de l'information en elle-même, à partir du moment où j'ai autant de rédacteurs que j'ai de lecteurs, peut-être à terme ce sera ça l'idée de ces sources d'information qui sont très décentralisées, à partir de comment est-ce que je continue à avoir une image d'un journal crédible et d'être sûr de ne pas tomber dans c'est vrai parce que la majorité des rédacteurs a voté le fait que c'était vrai. Bien sûr. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, même si pour des définitions, par exemple, on s'est entendu sur l'intelligence collective comme marqueur de vérité. Donc, en un sens, là-dessus, c'est vrai. Pour le reste, pour ce qui est de l'article où une part d'opinion prévaut, on a fait des articles dans le numéro 1, par exemple, sur les scénarios les plus noirs pour le métavers, par exemple. Quelles sont les menaces qui pèsent sur le métavers? Il y a une grosse part d'interprétation, il y a de la subjectivité. Donc, c'est la personne qui porte la plume qui apporte cette subjectivité et qui se présente comme telle. Et donc, je vous l'ai dit, c'est plutôt les journalistes de 20 minutes qui gardent cette plume-là. Demain, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait autant de rédacteurs que de lecteurs? Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, fait le cahier Web 2 de 20 minutes, qui était en 2007 un cahier dans lequel on faisait travailler des blogueurs. C'était l'époque, on découvrait le journalisme participatif. Et puis assez vite, on s'est rendu compte qu'en fait, déjà, le journalisme citoyen, c'est plutôt un pléonasme. Le journalisme, c'est pas civilisation, hein. On regarde pas d'en haut un monde dans lequel on n'a pas part. On est nous-mêmes partie prenante du monde qu'on décrit. Et donc, on est nous-mêmes les mains dans cette réalité-là. En revanche, il y a des sujets sur lesquels on est un petit peu moins calé que d'autres. Et donc, on a voulu se faire aider. C'est ça la limite pour nous. C'est d'aller trouver des gens qui nous aident à faire notre métier. Notre métier qui est chronophage, notre métier qui demande d'être dédié à 100% à sa fonction. Et je ne rencontre pas dans la communauté des gens qui me disent « je veux bosser à ta place ». Je rencontre des gens qui me disent « j'aimerais bien que tu creuses ce sujet-là ». Et ça, c'est chacun dans ses médias respectifs pourra l'expérimenter. Peut-être que moi, j'ai une vision tronquée de tout ça. Et moi, c'est ce que je vis là. C'est cet appétit pour non pas faire du journalisme complet, citoyen, mais pour participer à la vie d'un média et pour que ce média rende davantage compte des aspirations d'une partie de la population qui ne se sentait pas forcément écoutée par les médias généralistes, hein. Aujourd'hui, les uns les autres, on adore le Web3. On trouve quand même souvent, je trouve, des articles qui sont assez réducteurs sur notre passion. On a tendance, et 20 minutes y compris, moi y compris, à traiter ces sujets-là à travers l'anecdote, le chiffre un petit peu marquant, la volatilité des cours, les scams, les sujets de fond sur ce qu'est la décentralisation, ce que ça implique, sur ce que la blockchain permet de faire, la traçabilité, ce genre de choses. C'est dur de les placer dans les journaux parce qu'il y a une concurrence, il y a des sujets en permanence qui nous arrivent et on n'a pas beaucoup de place pour mettre ces sujets-là. Bah, Nous, puis ce qu'on sait faire, c'est ça. et tu as une réalité économique qui fait que, mine de rien, tu dois aussi trouver les sujets qui vont faire du clic, qui vont être lus, qui vont être écoutés. Et Complètement. on revient à cette réalité. Toi, en tant que... Du coup, tu es journaliste depuis très longtemps, rédacteur en chef depuis très longtemps. Est-ce que les premiers constats que tu fais aujourd'hui dans l'expérience 20 Mint, il y a des choses où tu te dis, tiens, ça, c'est peut-être quelque chose qui demain va faire évoluer mon métier ou la façon dont une grosse maison fonctionne? Est-ce qu'il y a déjà des choses où tu te dis, ça c'est intéressant, je retrouve des parallèles que j'ai connus avant, notre métier va vraiment bouger? Ben, moi, j'ai un sujet qui m'occupe en permanence et qui est né de ma passion pour la blockchain, et c'est comme ça que j'ai découvert, c'est le métavers. Et je pense que ça, on en entrevoit à peine les possibilités, nous journalistes, et même peut-être plus largement la société. Mais les mondes virtuels et les mondes virtuels adossés à la blockchain, ce qui nous donnerait un métavers un peu interopérable et ce genre de choses, ça risque de bouleverser complètement le quotidien du journaliste. Ça risque de bouleverser complètement le quotidien de 20 minutes. Et c'est ce qui me passionne, parce que là, on a peut-être encore un petit peu de temps, mais il faut y aller, quoi. Et d'ailleurs, nous, on va distribuer là, prochainement 20 minutes dans Decentraland. C'est un premier pas qui est peut-être pas celui le plus utile et le plus intéressant, mais c'est une manière de dire on y est, on va commencer, comptez sur nous, on va aller voir ce qui s'y passe.
Mais ça aussi, c'est un aspect des choses qui est absolument passionnant. C'est-à-dire que si on imagine que demain, les métavers sont finalement une espèce d'extension ou de réplique de l'univers dans lequel on vit aujourd'hui, faire du journalisme ou être le journalisme de ces mondes virtuels, c'est aussi un métier, c'est aussi passionnant, c'est aussi des sources d'informations, des choses à décrire. Et je suis absolument certain qu'il y a une place à prendre pour commencer de l'intérieur de ces métavers à décrire ce qui se passe dedans. Ben, faisons-le ensemble. Avec grand plaisir. C'est Thibaut, une dernière question ou série de questions avant le ouais, de notre émission? au niveau, alors moi je l'ai vu sur la partie crypto, mais, quand tu lances un média comme celui-ci, tu changes un petit peu les codes finalement du média. Alors même si tu l'as très bien brandé comme une expérience, comme un nouveau projet et on verra où ça mène. Mais tu peux aussi, bah, t'attirer un petit peu les foudres, à la fois du côté crypto, des médias crypto en place qui te disent, «Qu'est-ce qu'il vient faire lui? C'est pas son terrain de jeu» et de l'autre côté, des médias traditionnels qui disent: «Mais, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va peut-être brûler notre modèle économique, il va peut-être, changer les choses et remettre en cause notre métier». Comment tu t'es fait accepter? Alors du côté crypto, je l'ai observé, ça s'est plutôt, très bien passé. J'ai l'impression que ça a été hyper bien reçu. Côté média, j'avais pas la réponse. J'ai vu que vous avez reçu un prix il y a quelques jours, quelques Ouais. semaines, donc je suppose que ça a été bien. Mais voilà, c'est quoi un petit peu les retours de tes compères journalistes que tu as aujourd'hui? Comment ça a été un peu pris finalement ce projet? En fait, ce qui est compliqué, c'est que on a envie d'être très humble par rapport à tout ça parce que c'est une expérimentation, elle a son périmètre, il est pas si grand que ça et en même temps, on a besoin d'en faire, l'écho puisque, bah, moi, mon entreprise me donne du temps pour le faire, et puis il fallait aussi qu'on vende nos NFT donc on a dû un peu, à un moment faire beaucoup de communication Mmh. autour du projet et peut-être plus encore de communication qu'il n'y avait de réalité à ce moment-là au projet. Donc il y a eu une première phase où, il y avait un peu de défiance. Et je la comprends. C'était, enfin, c'est quoi ce gadget? Et puis pourquoi ils en font des caisses comme ça? Aujourd'hui, on est retourné dans notre, obscurité, ce qui nous va bien. On est avec notre communauté sur Discord, on bosse et là, en revanche, on a un retour beaucoup plus bienveillant. C'est un métier, journaliste qui est merveilleux et qui est, heu, exercé par des gens curieux. C'est ce qui, en principe, nous unit et donc ils sont curieux de savoir, comment utiliser ces nouveaux outils, comment eux peuvent se les approprier dans leurs propres médias, ce qu'ils peuvent faire de mieux que nous, de différent et j'ai rencontré beaucoup de personnes, grâce à ce projet qui, étaient à peu près sur les mêmes réflexions que nous dans leurs médias respectifs. Là, je reviens d'une exposition, organisée par LDeco qui vend des NFT, et qui a fait travailler des designers avec des artistes du monde de la crypto. Je trouve ça enfin du crypto art pardon. Je trouve ça merveilleux, de d'imaginer que d'autres médias sont en même temps en train de travailler sur ces thématiques-là et font avancer, la connaissance du web 3 quoi. Trop En cool. dehors de la communauté de rédacteurs, donc des gens qui sont des propriétaires de NFT, comment est-ce que 20 Mint est diffusé? Où est-ce qu'on le trouve? Qu'est-ce que ça trouve comme audience? Comment ça se développe? C'est quoi les relais de croissance? Enfin, comment est-ce que vous trouvez votre public? Alors, on trouve notre public en distribuant le magazine sur les points de distribution classiques de 20 minutes. Et c'est quasiment une prise par surprise de notre lecteur. Alors, je m'en excuse auprès d'eux, ceux qui ont été déçus de découvrir le jour de la diffusion 20 minutes à la place de 20 minutes, parce que c'est vraiment ce qu'on fait. Mmh. C'est-à-dire on a tout le. Moi, je suis même allé le distribuer moi-même pour voir un peu comment ça se passait, mais on est sur les points de distribution classiques. La personne vient nous demander 20 minutes et on lui donne 20 minutes à la place. Donc, c'est la version papier, on la distribue et on trouve notre audience naturellement parce que ça fait 20 ans qu'on distribue des journaux papier aux mêmes endroits globalement et que les gens viennent nous chercher. Alors c'est extraordinaire ça et je ne l'avais pas compris, c'est-à-dire que 20 Mint, c'est un journal papier. Ouais. Donc c'est le journal de la blockchain, c'est le journal 3.0. Tout est absolument décentralisé, à l'exception d'une chose, c'est le mode de distribution qui est papier. C'est Alors, extraordinaire quand même. et pourquoi ça? Et c'est évidemment pas que papier, hein. On a un pendant Évidemment. numérique et puis on est sur Twitch toutes les semaines. On a une émission 20 minutes au carré qui permet de mettre en avant des acteurs du web 3. On est présent, je vous l'ai dit, on va être aussi sur Decentraland. Mais moi, je tenais beaucoup aux médias papier parce qu'en fait, le numérique est quand même beaucoup orienté, drivé, c'est pas très joli, mais par la recherche moteur, par des gens qui vont sur Google globalement ou sur d'autres, mais pour taper des mots. Et ces mots, on les tape quand on les a déjà en tête. Et on va pas taper une DAO si on n'en a jamais entendu parler. On va pas Mmh. taper on va pas s'inquiéter de ce que peuvent apporter les NFT si on n'en a jamais entendu parler. Nous, ce qu'on voulait, c'est mettre
ce journal dans des mains qui étaient un peu innocentes. C'est une distribution indiscriminée. Tout le monde récupérait ce journal. Moi, je suis allé voir la distri. Il y avait des gens qui savaient ce que c'était que de la crypto. Il y avait des gens qui l'ignoraient complètement. Il y avait même beaucoup de personnes qui s'en foutaient, hein, on peut le dire gentiment. Et c'est pas grave, c'est exactement pour eux qu'on a écrit ça. Parce qu'on pense qu'on n'a pas le loisir. Enfin, moi, je pense qu'on n'a pas le loisir de s'en moquer de ces sujets-là parce ils changent notre quotidien. Il faut au moins pouvoir avoir voix au chapitre et dire, bah oui, moi j'ai envie que le monde soit davantage décentralisé, que les plateformes respectent telle et telle chose, que je puisse me réapproprier mes données personnelles. Il y a plein de choses sur lesquelles, qu'on soit ou non friand de Web3, on a quelque chose à dire. C'est notre vie, c'est notre quotidien numérique. Donc on a fait du papier pour parler de numérique et on en est ravis. On va continuer à le faire. Et pourtant, c'est pas le bon moment pour faire du papier parce que ça coûte très cher en ce moment, le papier. Mais on continue à le faire. Et évidemment, on met le papier aussi sur le numérique parce que c'est là qu'au quotidien, on peut continuer l'information. Donc, on fait à peu près 2-3 numéros papier par an. Peut-être 4 si tout va bien. Et le reste, c'est sur du numérique. C'était ça ma question d'après, c'est la saisonnalité, donc un par trimestre à peu près, de 20 minutes pour l'instant. J'ai déjà pas tenu, on n'a déjà pas tenu ce rythme-là parce qu'on est sorti en juin et on va sortir le prochain le 15 novembre. Voilà. Absolument passionnant. Une dernière question rapide, très rapide, avant qu'on change qu'on mette un terme à notre émission. Non, bon, on a évoqué pas mal de sujets. Après, on va repartir, on va partir loin. Donc, non, hyper intéressant. Hâte de voir le prochain numéro. Ouais, il y aura encore tellement de choses à dire. Merci beaucoup, Laurent, de cette participation à notre émission. On espère que ce sujet vous a intéressé autant que nous. Si vous avez déjà été confronté à cette problématique, merci de l'indiquer dans les commentaires. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci beaucoup, Thibaut, de nous accompagner, de ton éclairage sur ces sujets qui sont absolument passionnant. C'était Parlons Crypto sur BFM Business, une émission produite par la H Consulting. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant de nous retrouver sur le plateau de BFM Business, vous pouvez retrouver Parlons Crypto sur notre chaîne YouTube Parlons Crypto, l'émission, chaîne à laquelle, évidemment, vous n'oublierez pas de vous abonner. À bientôt, Thibaut. À bientôt, Laurent Bagné. À bientôt. À bientôt.